Merci, cher Président. Mes chers collègues, messieurs les représentants des délégations étrangères, chers amis, Monsieur le Président, je souscris en grande partie à ce que vous venez de dire. Simplement, mon propos va s'articuler à partir d'une démarche que je qualifierais de systémique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la société civile au Moyen-Orient en s'épargnant de revenir sur les aspects historiques, sur les aspects organisationnels et sur les aspects fonctionnels. Dans l'approche historique, on peut dire que la société civile, elle apparaît avec la démocratie à Athènes. À l'époque, on parlait de concept de société citoyenne, koionia politicae, et qui donnait en latin Societa Civilis. C'était l'assemblée des citoyens qui excluait quand même pas mal de monde, hein. Les femmes, les métèques, les esclaves. Donc c'était une société très restreinte aux citoyens de sens strict. Jusqu'au XVIIe siècle. Alors pourquoi je fais ce retour historique? Parce qu'il n'y a pas de définition universelle, si je puis dire, de la société civile. Il y a des approches qui ne sont pas les mêmes selon qu'on a un regard occidental ou qu'on se positionne au Moyen-Orient, puisqu'on parle là du Moyen-Orient. Il y aura d'autres conceptions de la société civile dans d'autres parties du monde, mais là on s'est focalisé sur le Moyen-Orient. Jusqu'au XVIIe siècle, la société civile est opposée à l'état de nature, ce qui nous renvoie à des philosophes bien connus comme Rousseau. Des plus libéraux comme Locke, par exemple, qui sont eux partisans de la démocratie représentative, définissent la société civile comme un ensemble organisé de citoyens répondant à des règles, des lois, des principes de tolérance. Vous avez cité tout à l'heure la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est inspirée de la Déclaration des droits de l'homme française de 1789, qui précise dans son article 1er, je vous le rappelle, les hommes naissent libres et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'idée commune. Article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. En écho à cette déclaration, vous avez dans la Constitution française, et tout à l'heure vous parliez d'institutionnaliser les bonnes pratiques, dans la Constitution française, l'article 1er figure « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. » Ça a été un débat sur la présence du mot race actuellement dans cet article 1er de la Constitution. Je pense que c'est encore un faux débat. Bon. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Ça a été rajouté plus récemment. On a un peu trop bidouillé, excusez-moi de le dire, la Constitution de la Ve République. On a enlevé son sens initial et c'est dommage, on l'a déséquilibré, pour ne pas dire quelquefois dénaturé. Ajouté en 2008, la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Alors la montée en puissance de la société civile, on va la trouver à partir du XVIIIe siècle. On peut se référer à des grands penseurs comme Montesquieu, qui lui fait la différence entre la sphère du politique et celle de la société citoyenne. Mais la société civile, déjà pour Montesquieu, doit jouer un rôle de contrôle de l'État et aussi d'intermédiaire entre l'État et les citoyens. Chez Tocqueville, la société civile est une instance politique, publique, qui observe et critique les agissements de l'État. Donc cette notion d'intermédiaire, de critique, qui est un des paradigmes qu'on voit aujourd'hui dans le dénominateur commun de ce que l'on entend par société civile, on retrouve ses racines chez ces éminents penseurs. On passe de l'autre côté des Alpes, l'italien Gramsci lui donne à la société civile une signification plus proche encore de ce sens actuel, puisqu'il divise l'espace social entre l'État, le marché et une troisième sphère qui serait celle de la culture. Dieu sait si la notion de culture a un sens en matière de société civile, même s'il considère comme Marx que cette culture est un peu une émanation de la classe dirigeante, ce qu'est la bourgeoisie.
C'est au cours du XXe siècle que l'expression va commencer à prendre un sens générique pour désigner des mouvements qui effectivement contribuent à la citoyenneté, mais ne sont pas toujours en accord avec l'État en place. Alors on pourrait citer par exemple dans l'ancien bloc de l'Est la création du syndicat Solidarność, qui jouait un rôle important, je dirais, dans la chute du système. Dans les pays démocratiques, comme aux États-Unis, elle regroupe des groupes de citoyens qui s'opposent à une présence excessive de l'État et qui font beaucoup de lobbying. Bon, c'est très vaste, hein. Il y a actuellement un débat sur les armes aux États-Unis. Il y a une très importante fédération qui défend justement les industries de l'armement et qui joue d'un poids considérable face à l'État. Même le président des États-Unis, pour lui, ne peut strictement rien faire. Il faut dire qu'il y a un contrepoids du Congrès qui est là, qui est très assujetti au lobbying de ces groupuscules. De ces groupes, pas des groupuscules, c'est des groupes très importants. Les thématiques de ces organismes sont très variées, hein, ça va des syndicats, écologistes, féministes, communautaires, pacifistes, etc., qui retrouvent tout le spectre de la société. Alors ils sont souvent critiques envers les décideurs, et même vis-à-vis d'ailleurs de leurs propres représentants. On assiste aujourd'hui en France à une méfiance vis-à-vis de la démocratie représentative, une espèce de coupure qui se fait aujourd'hui entre les citoyens et leurs représentants élus. Il faut dire qu'ils sont un petit peu exagérés quand même, pour certains, toutes tendances politiques confondues. Donc, selon l'approche, la société civile évolue entre cette notion que je qualifierais d'approche, comment dire, citoyenne et politique et de critique ou de groupe de pression. Ça, c'est vrai selon les paradigmes que je qualifierais, alors, pour la clarté du débat, je les qualifierais d'occidentaux, si vous me permettez, mais de l'origine, en tout cas, elle est effectivement dans les paradigmes occidentaux. Ceci dit, l'évolution de la société civile est exponentielle. Et à l'intérieur de la société civile, ils sont des éléments très importants qui sont représentés par les organisations non gouvernementales. Alors c'est très difficile d'avoir une approche exhaustive du nombre exact d'organisations mondiales, mais ça évolue très vite. En 2006, il y a un annuaire des organisations internationales en développement qui estimait qu'on était passé de 6 000 en 1990 à 50 000 en 2006. En 2012, le même annuaire disait qu'il y avait 70 000 ONG recensées. C'est certainement plus, hein, parce qu'il y a beaucoup de structures. Enfin, en tout cas, celles qui étaient répertoriées dans cet annuaire. En tout cas, il y a une montée en puissance des organisations de société civile absolument partout. Alors, ça m'amène à cette introduction, cet aspect historique que je viens de définir dans mon approche systémique, m'amène au point 2, qui est la société civile à l'épreuve de la démocratisation au Moyen-Orient. Alors, c'est très difficile d'avoir une seule approche, même à ce niveau-là, c'est clair. Bon, là encore une fois, ce sont les paradigmes occidentaux qui servent de référent. Enfin, en tout cas dans l'approche internationale. Alors si on prend par exemple la définition que la Banque mondiale donne de la société civile, on dit c'est un large éventail d'organisations non gouvernementales et à but non lucratif qui animent la vie publique, non lucratif à voir, hein, qui animent la vie publique et défendent les intérêts et les valeurs de leurs membres ou autres. Bon, c'est assez vaste, c'est assez ouvert comme définition, basée sur des considérations d'ordre éthique, culturel, politique, scientifique, religieux, philanthropique, etc. etc. Quel spectre. Le terme organisation de la société civile fait donc référence à un vaste éventail d'organisations, groupements communautaires, organisations non gouvernementales, syndicats, organisations de populations autochtones, etc. etc. Bon. Selon Larry Diamond, professeur à Stanford, le domaine de la vie sociale civile organisée, qui est volontaire, c'est le domaine de la vie sociale civile organisée qui est volontaire, largement autosuffisant et autonome par rapport à l'État. Ça, c'est un élément important, l'autonomie par rapport à l'État. Ça se vérifie, quel que soit l'endroit, hein. C'est évident. Selon un autre professeur de sciences politiques, Jean-Louis Carmon,
La société civile, c'est l'ensemble des rapports interindividuels, des structures familiales, sociales, économiques, culturelles, religieuses qui se déploient dans une société donnée en dehors du cadre d'intervention de l'État. Alors ça, c'est une définition très intéressante par rapport à l'émergence de la société civile au Moyen-Orient, puisque les aspects religieux, culturels, familiaux, d'organisation de la société communautaire sont très importants. J'ai participé à des observations d'élections en Ouzbékistan. Alors, c'est pas le Moyen-Orient, on n'est pas très très loin quand même. Hein. Bon. Il y a en Ouzbékistan une organisation de la société traditionnelle autour des mahallas, qui sont des structures communautaires très intéressantes. Ça fait partie, incontestablement, de la société civile. Et donc, dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, voire d'Afrique, etc., ces organisations communautaires, si je peux les appeler ainsi, si vous voulez, ont un rôle particulièrement important qu'on a perdu de vue, je dirais, dans les pays occidentaux. Si on veut retrouver ça en France, il faut remonter à la paroisse. Hein, la notion de paroisse, vous savez que les paroisses, il y a 44 000 paroisses en France. La Révolution les a transformées en 36 700 communes. Puis après, on a rajouté 50 couches, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près 600 000 élus locaux pour 66 millions d'habitants, ce qui est énorme. Bon, c'est un autre débat. Donc, cet aspect, si vous voulez, communautaire de la société civile est quelque chose de très important. Alors, c'est vrai que cette société civile, selon les paradigmes initiaux, qui sont paradigmes occidentaux, je reviens notamment à la définition de la Banque mondiale, ont joué un rôle important, par exemple, dans la chute de l'URSS. Ce sont effectivement les éléments constitutifs de la société civile, hors organisation étatique, qui ont porté, il n'y a pas que ça, mais il y a eu en partie cet aspect-là qui a porté. Je citais tout à l'heure sur l'Inarneus, on peut citer aussi le rôle de l'Église. On peut citer le rôle aussi des réseaux liés à la religion, et aussi le rôle qu'a joué, par exemple, le pape Jean-Paul II, à son niveau également. Alors, dans la plupart des pays du Moyen-Orient, ils se caractérisent effectivement par une organisation des traditions familiales, communautaires, claniques, religieuses, bien entendu, qui ne se limitent pas d'ailleurs à l'islam, puisqu'il y a des communautés religieuses variées au Moyen-Orient. Il y a des pays, par exemple, comme l'Iran, où il n'y a pas de problème du tout entre les communautés. Au contraire, il y a même des communautés chrétiennes qui sont protégées. Et il n'y a pas d'ailleurs il y a aussi des vieilles religions, par exemple le zoroastrisme, qui crée aussi des communautés spécifiques. Donc ça, ce sont des aspects qui ne peuvent pas se relier directement à notre approche à nous, laïque, occidentale, de la société civile. Parmi les éléments fonctionnels de la société civile et les facteurs qui sont actuellement porteurs d'une évolution de cette société civile vers un sens, je m'implique davantage dans le pouvoir ou le contre-pouvoir par rapport à l'État, on va pouvoir citer la généralisation de l'instruction, hein, ça c'est très important. Alors je ne donne pas d'hiérarchie, hein, je cite comme ça ces domaines, mais sans donner de hiérarchie. Donc il y a la généralisation, j'identifie la généralisation de l'instruction, l'émancipation des femmes, la tolérance religieuse ou la laïcisation, selon le point de vue dans lequel on se place, le développement et le libéralisme économique. Hein, le développement des échanges, de l'économie, etc., joue un rôle important dans l'évolution de la société civile et dans son rôle. Hein. La société civile, c'est aussi une société qui a un pouvoir économique important. Cette évolution donc, se voit au Moyen-Orient, bien entendu, aujourd'hui, et l'expression société civile est même devenue une expression clé que tout le monde emploie. Même si elle est partie, bien entendu, des cercles diplomatiques et des cercles, je qualifie occidentaux, aujourd'hui tout le monde parle de la société civile. On est là aujourd'hui, on va parler tous ensemble de la société civile. Donc l'expression en elle-même s'est imposée. Les perspectives varient selon les organisations, et on peut considérer qu'il y a aujourd'hui une appropriation de la société civile
y compris par les intellectuels des pays du Moyen-Orient. On n'est plus soumis uniquement à une interprétation qui viendrait des universités américaines. Je sais si dans les années 90, les Américains ont produit de la littérature là-dessus, ce n'était pas totalement innocent, puisque c'était, vous l'avez tout à fait bien dit tout à l'heure, une politique des États-Unis en matière politique étrangère, c'est soutenir très très longtemps des régimes autoritaires. Et puis, en même temps, on disait on va favoriser la démocratie. Pour favoriser la démocratie, on va favoriser l'émergence de la société civile. Mais c'était une société civile qui était soumise aussi à des intérêts économiques. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que faire une approche purement moyen-orientale, ça n'a pas de sens. Il faut faire une approche historique, géopolitique et je dirais globale. Donc là, on va vers une évolution. Il y a des intellectuels dans les pays moyen-orient aujourd'hui qui définissent ce qui est approprié, qui donnent une approche de la société civile qui est un peu différente, nuancée par rapport à celle que nous connaissons aujourd'hui, mais qui fonctionne. Quel est l'autre facteur important? Ben, c'est évidemment l'éducation et la mobilité internationale et les échanges d'informations. Il faut savoir aussi qu'il y a une osmose, une perméabilité qui se fait entre les concepts de société civile et je dirais que ce qui pouvait faire la spécificité d'une société civile dans un pays du Moyen-Orient et la définition qu'on va donner en Occident, tout ça, ça va se rencontrer et on va arriver à un enrichissement réciproque des paradigmes avec une intégration de ces différentes approches. Alors évidemment, il y a des différences comment dire, du rôle de la société civile en fonction des régimes. Alors j'ai pas voulu faire de typologie des régimes, mais disons qu'il y a des régimes qui sont, entre guillemets, plus autoritaires que d'autres. Il y a des régimes qui sont plus religieux que d'autres en termes de gouvernance. Et tout ça fait que le développement de la société civile doit tenir compte aussi de ces aspects spécifiques. C'est pas forcément parce qu'un pays a, je dirais, une approche religieuse, entre guillemets, en tout cas des fondements religieux à l'approche de sa gouvernance, que la société civile ne jouera pas un rôle important. Si on prend le cas de l'Iran, par exemple, il y a eu une évolution considérable du rôle de la société civile en Iran depuis ces dernières années. J'ai dû noter quelque part, je déteste suivre mes notes, excusez-moi, mais il y a eu en Iran un certain nombre de scrutins qui ont vu notamment de plus en plus de participation de la société civile, et puis le rôle des femmes en Iran est très important, puisqu'il y en a même une qui est ministre, hein, bon. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, du Moyen-Orient. On va prendre un pays qui est un peu aux antipodes de l'Iran, bien des points de vue, qui est l'Arabie Saoudite. L'émergence de la société civile en Arabie Saoudite, c'est pas tout à fait la même chose aujourd'hui. C'est vrai que les femmes ont récemment obtenu le droit de vote aux élections locales, mais c'est pas grand-chose quand même, hein, alors que la plupart des pays... Tout à l'heure, je parlais de l'Ouzbékistan, c'est-à-dire qu'en Ouzbékistan, le droit de vote, alors on dirait qu'à l'époque c'était l'URSS, mais le droit de femme était l'accord de femme en 1932. En France, c'était seulement, quand même, je vous rappelle, hein, pour prendre ce paradigme-là, c'était à la Libération. Hein, bon, voilà. Donc, il y a quand même des petites différences. Il y a d'autres pays, effectivement, au Moyen-Orient. Alors, il y a des pays qui sont, qui affichent, en tout cas, qui s'affichent comme démocrates. Alors, je vais en citer trois. Hein, des institutions, il y a la Turquie, hein, des institutions laïques. Il y a Israël, normalement démocrate, et puis il y a aussi le Liban. Voilà. Après, les autres pays, c'est soit des théocraties, soit des régimes qu'on peut qualifier de monarchie plus ou moins éclairée. La Jordanie évolue actuellement vers un système de monarchie parlementaire. Donc on a quand même une différence. L'Égypte, bien entendu, a une histoire, une évolution excessivement intéressante. Alors, avec une espèce de courbe sinusoïdale, comme ça, c'est vrai qu'aujourd'hui on est revenu à un système plus autoritaire, sous le contrôle de l'armée. Il faut quand même savoir que l'armée en Égypte, c'est quand même un bon tiers du contrôle de l'économie. Hein. Bon. Par exemple, donc voilà, ceci peut expliquer cela. Ceci dit aussi, c'est aussi un gage de stabilité, entre guillemets, quelque part, en termes de sécurisation. Avec des nuances quand même, hein, parce qu'on voit que ça n'empêche pas les attentats. Donc il faut nuancer. Les lois sécuritaires ne sont pas celles qui protègent les citoyens du terrorisme. Il faut quand même le savoir. Hein. Vous n'allez pas mettre un militaire, ou un gendarme encore, ou un policier derrière chaque citoyen. Bon, quand on nous dit en France aujourd'hui, on a pris des lois, des mesures, etc. Il ne faut
pas vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, mais bon, ça vous en dirait long sur la façon dont les contrôles de sécurité s'en fait. Ça va, j'ai une bonne tête, bon, bah, quand même, bon, rien ne m'interdit de me pointer avec une ceinture explosive. Bon, enfin, voilà. Donc, tout ça fait que on a tendance aujourd'hui, finalement, à jouer les observateurs, quelquefois même les accusateurs ou les donneurs de leçons, au regard de ce que nous faisons plus ou moins bien, vis-à-vis d'efforts qui sont faits par ailleurs, et que nous allons, comment dire, expertiser par rapport à nos propres paradigmes. Alors moi, c'est ça un peu ce que je reproche d'ailleurs à l'Occident, c'est justement ça, c'est-à-dire d'être trop orienté vers lui-même et de ne pas suffisamment regarder ce que sont les autres, et partir des exemples qui se passent ailleurs. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que nous allons de plus en plus vers une influence de la société civile. Pourquoi? Parce qu'un système organisé qui maîtrise l'information, ça n'existe plus. Il n'y a pas un pays, enfin bon, un petit peu quand même, mais il y a, même en Corée du Nord, je veux dire, vous n'empêchez pas l'information de circuler, je veux dire. La circulation de l'information, je reviens à mon approche systémique, c'est ce qui fait la différence entre un système et une matière inerte. Hein? Une matière inerte, c'est une pierre, par exemple, ou ce livre. Le système, lui, c'est, dont l'individu en lui-même, comme dirait Karl Morin, est un système en auto-organisation. Le système individuel ou sociétal, c'est une circulation d'information. Aujourd'hui, c'est la circulation de l'information qui fait bouger les choses. Et pourquoi la société civile a de l'avenir, quel que soit l'endroit, que ce soit en Europe, c'est passé, mais que même au Moyen-Orient ou dans d'autres pays qui sont en train d'évoluer, elle a cet avenir à cause justement de cette circulation d'information, qui est comme la langue d'Ésope, la meilleure et la pire des choses. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec Daesh, et ce qu'on nous dit de la radicalisation, le mauvais exemple qui est donné à travers Internet, c'est aussi un des aspects négatifs de la circulation d'informations. Ceci dit, et c'est par là que je conclurai, je pense qu'il faut effectivement s'appuyer sur la société civile. Quel que soit le pays, quel que soit le régime, il ne peut pas faire l'économie de s'appuyer sur la société civile. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on ne peut pas, aujourd'hui, empêcher la circulation d'informations. On doit faire avec, et que de toute façon, on est condamné à s'adapter, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, ou à disparaître. Je crois qu'il n'y a pas de solution, que ce soit, quelle que soit la partie du monde où ça sera comme ça, on est condamné, les régimes sont condamnés à s'adapter ou à disparaître. Et à mon avis, ces facteurs déterminants qui marquent l'avenir de la société civile, ce sont effectivement la généralisation de l'instruction, c'est l'émancipation des femmes, et c'est la circulation de l'information. Voilà. Ben voilà ce que je voulais vous faire partager comme modeste réflexion.